Je suis rentré pour mon anniversaire en m'attendant à un dîner de famille, mais mes parents ont organisé une fête pour célébrer la start-up de mon frère, prétendant que son avenir était plus important. Alors, je suis parti sans jamais regarder en arrière. J'ai 25 ans maintenant. Enfin, j'avais cet âge le jour où tout cela a commencé, et j'ai toujours été celui qui est stable dans ma famille. Vous connaissez le genre. Jamais causé de problème, toujours gérer les choses par moi-même, fait profil bas, obtenu des notes correctes, et éviter les ennuis. Mon jeune frère, Ethan, était tout le contraire à tout ce point de vue, et mes parents adoraient ça. D'une manière ou d'une autre, le chaos venant d'Ethan était considéré comme de la passion, tandis que la résilience tranquille de ma part était simplement attendue. Pas de louange, pas de reconnaissance, juste une évidence. Je suppose que certaines familles applaudissent les feux d'artifice et que d'autres oublient le lampadaire qui a éclairé leur chemin tout ce temps. Le jour de mes 25 ans était censé être simple. Je n'avais pas demandé grand-chose, juste un dîner à la maison. Je travaillais à plein temps dans une autre ville. J'avais dû me battre pour décrocher un premier emploi juste après l'université, et l'argent était rare. Mais je n'étais pas revenu depuis des mois, et il me manquait. Même avec tout le favoritisme et les doubles standards au fil des ans, je pensais encore que peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente. J'ai prévenu maman 2 semaines à l'avance que je venais. Elle semblait distraite au téléphone, mais a dit « Oui, oui, bien sûr. Nous ferons quelque chose. » J'aurais dû y voir un signe avant-coureur. Je suis arrivé dans notre vieille allée en fin d'après-midi, épuisé par les 4 heures de route, et j'ai vu un tas de voitures inconnues garées à l'extérieur. Les lumières du porche étaient allumées et des rires s'échappaient des fenêtres. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être invité de la famille élargie ou des voisins. Peut-être que c'était une fête surprise. Peut-être que pour une fois, ils s'étaient vraiment donné du mal pour moi. Mais à la seconde où j'ai mis les pieds à l'intérieur, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le salon était rempli de ballons, mais pas pour moi. Une bannière géante sur le mur du fond proclamait « Félicitations, Ethan ». Mon frère se tenait près de la cheminée dans une nouvelle veste de créateur, rayonnant tandis qu'un groupe de personnes applaudissait et acclamait. Je suis resté figé sur le seuil, mes bagages encore à la main. « Oh, salut », a dit maman, passant en coup de vent à côté de moi pour porter un plateau de boissons. « Content que tu sois là. Pose juste tes affaires. On va commencer les discours. » Des discours. J'ai finalement repéré papa de l'autre côté de la pièce, levant un verre. Ce soir, nous célébrons le prochain grand chapitre d'Ethan, a-t-il annoncé, souriant jusqu'aux oreilles. Il se lance enfin et crée cette entreprise de production musicale dont nous entendons tous parler. La salle a éclaté en applaudissements. Je suis juste resté là, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, mon anniversaire complètement oublié de tous. Pas un seul joyeux anniversaire. Pas même un regard. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose pour le reconnaître, mais tout ce que j'ai eu, c'est Ethan me tapant dans le dos avec ce petit sourire en coin qu'il arborait toujours quand il savait qu'il avait gagné contre moi. « Salut, mec. J'imagine que cette fête peut aussi compter pour ton anniversaire, non ?» A-t-il ri, s'éloignant déjà. J'ai à peine avalé la boule amère dans ma gorge. Je n'ai rien dit sur le moment, j'ai juste traversé la foule en silence, esquivant de vieux voisins et des cousins éloignés, et je me suis dirigé vers la cuisine. Pas de gâteau, pas de bougies, pas même une carte sur le comptoir. Il y avait une boîte de pizza à moitié vide et quelques restes d'amuse-gueule. J'ai pris un morceau de pain, faisant semblant de ne pas trembler de déception. Plus tard, quand les choses se sont calmées et que la plupart des invités étaient partis, j'ai finalement confronté papa. Je ne suis pas arrivé en colère. J'ai juste demandé, as-tu oublié quel jour on est ? Il a eu l'air confus pendant une seconde, puis a cligné des yeux comme s'il avait été frappé par un souvenir dont il n'avait pas eu besoin depuis des années. Oh, c'est vrai. Ton anniversaire. C'est tout. Pas d'excuses, pas de honte, pas de tentative de réparer les choses. Juste 3 mots. Je l'ai fixé, espérant qu'il ajouterait quelque chose, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, il s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras et a dit quelque chose qui allait changer ma façon de le voir pour toujours. N'en fais pas une affaire personnelle, Caleb. L'avenir de ton frère est plus important en ce moment. Je n'ai pas répondu, pas à voix haute. J'ai juste hoché la tête, me suis retourné et suis monté dans mon ancienne chambre,
celle qui avait encore des trophées poussiéreux du collège entassés dans un coin. Je me suis assis sur le bord du lit pendant un long moment, fixant le sol, la mâchoire si serrée que j'en avais mal. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été ignoré. Tous les anniversaires qu'ils avaient balayés d'un revers de main, l'acceptation à l'université qu'ils avaient à peine reconnue, le travail que j'avais décroché par moi-même sans aide, sans argent, ni même un « nous sommes fiers de toi ». Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai juste décidé quelque chose que je ne comprenais pas pleinement à ce moment-là, mais que je sentais au plus profond de moi. J'en avais fini d'essayer de gagner leur approbation. J'en avais fini d'être le discret, le fiable, la note de bas de page dans l'histoire d'Ethan. À partir de cette nuit-là, j'allais écrire ma propre histoire, et je n'allais pas leur en dire un mot. Pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'Ethan qui mettait de la musique à fond dans le salon en bas. La tête me battait, non pas à cause de l'alcool, Dieu sait que je ne me sentais pas d'humeur à faire la fête, mais à cause de l'épuisement. J'avais à peine dormi. Je n'arrêtais pas de me repasser les mots de papa en boucle dans ma tête comme un disque rayé qui me rongeait. N'en fais pas une affaire personnelle. L'avenir de ton frère est plus important. C'était comme une gifle qui ne piquait pas au début, mais qui commençait à enfler plus j'y pensais. Je me suis assis lentement et j'ai regardé les affiches encore scotchées au mur de ma chambre. La plupart étaient délavées maintenant, de vieilles affiches de films et des calendriers de basketball qui m'importaient quand j'avais 15 ans. Je rêvais dans cette chambre, de grands rêves. L'université, l'indépendance, ma propre entreprise un jour. Mais dans cette maison, la seule personne autorisée à rêver à voix haute était Ethan. Tous les autres devaient assurer le bon fonctionnement en arrière-plan pendant qu'il se cherchait. Je suis descendu pour le trouver sur le canapé, les pieds sur la table basse de maman. Il faisait défiler son téléphone et chantonnait à moitié sur un morceau de rap qui passait sur l'enceinte Bluetooth. « Yo », a-t-il dit sans lever les yeux. Papa a dit qu'on déjeunait dans ce nouveau restaurant en ville. Tu viens? J'ai cligné des yeux. Tu veux dire pour mon anniversaire? Il a souri, les yeux toujours rivés sur l'écran. Non, mec. Il veut fêter l'accord avec cet investisseur dont je t'ai parlé. Le gars met genre $10 000 d'avance. Investisseur. Ce mot m'a frappé de plein fouet. J'avais présenté un plan d'affaires à mes parents pendant ma dernière année d'université. Une proposition détaillée et bien documentée pour une agence de design numérique que je voulais créer. Je leur avais demandé s'ils pouvaient m'aider avec $5 000, juste en prêt. J'avais précisé avec un plan de remboursement complet. Ils m'avaient dit que c'était trop risqué, que je devrais me concentrer sur le fait de grimper les échelons de l'entreprise au lieu de poursuivre des chimères. Et maintenant, ils lançaient $10 000 à Ethan pour un studio de musique au sous-sol. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et je suis sorti sur le porche pour prendre l'air. Les mois qui ont suivi n'ont pas été meilleurs. Après ce week-end, je suis retourné dans mon petit appartement loué, je me suis remis au travail et je me suis enterré dans le boulot. Je ne les ai pas appelés, je ne leur ai pas rendu visite, mais le silence de leur côté était encore plus assourdissant. Personne n'a pris de nouvelles, pas même un texto pour savoir comment j'allais, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. C'est vers la mi-avril que maman a appelé à l'improviste. « Caleb, mon chéri », a-t-elle dit avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand quelque chose se préparait. « Penses-tu que tu pourrais aider Ethan avec ses impôts? Il a du mal à s'en sortir et tu as toujours été si doué avec les chiffres. » J'aurais dû raccrocher sur le champ, mais une partie de moi voulait encore être vu comme le bon fils, l'utile. Alors, j'ai accepté, je suis remonté le week-end suivant, je me suis assis au bureau en désordre d'Ethan dans ce qui était autrefois le bureau de papa, maintenant l'espace créatif d'Ethan. Et j'ai trié une boîte à chaussures de reçus et de factures de livraison de nourriture pendant qu'Ethan était allongé sur le canapé à jouer à Call of Duty. Il m'a à peine dit merci quand j'ai eu fini. Plus tard ce jour-là, papa m'a tapoté le dos et a dit « C'est à ça que servent les frères, n'est-ce pas ?» Ce même soir, j'ai surpris une conversation qui s'est gravée dans ma mémoire. Il pensait que j'étais déjà parti, mais j'étais juste sorti pour prendre quelque chose dans ma voiture. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte et je pouvais les entendre à l'intérieur. Papa, maman et Ethan riaient de quelque chose. Puis maman a dit, « Tu sais, je pense honnêtement que Caleb est le genre de gars qui continuera d'avancer peu importe comment on le traite. Il n'a pas besoin de grand-chose. »
Papa a gloussé. C'est ce que j'ai toujours dit. Il est solide. C'est Ethan que nous devons continuer d'encourager. Il a le vrai talent, la vision. Ethan a reniflé. Caleb est en gros une calculatrice en pantalon. Ils ont tous ri. Je me souviens être resté là, une main sur la poignée de la portière de la voiture, l'autre serrée en un poing si fort que j'ai laissé de petits croissants dans ma paume. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé directement jusqu'à mon appartement en silence. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Le fil qui me maintenait attaché à eux, un espoir fragile que les choses pourraient changer, s'est rompu net. J'ai arrêté de répondre aux appels, j'ai bloqué les conversations de groupe. Je ne suis même pas rentré pour Noël. Mon téléphone a vibré toute la journée ce matin-là avec des messages comme « On dîne à 18h si tu changes d'avis, et ne sois pas dramatique, Caleb ». J'ai passé la journée seul dans mon appartement, une lasagne surgelée au four, regardant la neige recouvrir les rues à l'extérieur. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti seul. Je me suis senti libre. Ils n'ont pas compris le message. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, un faire-part de mariage. Ethan allait se marier. Elle s'appelait Carly. Je l'avais rencontrée une fois, brièvement. Elle semblait douce, un peu calme. Je ne la connaissais pas vraiment. Mais ce qui m'a sidéré, ce n'est pas le fait qu'Ethan se marie. C'est que le faire-part n'avait pas de E plus un et que mon nom était mal orthographié. Caleb Jensen avec un K. Pas de mots, pas de message manuscrit, juste un faire-part imprimé comme si j'étais un cousin éloigné qu'il se sentait obligé d'inclure. J'ai failli le jeter, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé. À cette époque, j'avais lancé une petite activité de freelance à côté. Rien de grand, juste la création de sites web pour de petites entreprises de ma région. Mais j'étais bon à ça. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Les projets ont commencé à arriver régulièrement, puis plus rapidement. Je travaillais toujours à mon poste à plein temps, mais je gagnais maintenant plus d'argent avec mon activité secondaire qu'avec mon emploi principal. Je m'y suis investi corps et âme, j'ai appris tout ce que je pouvais, je suis resté éveillé tard, étudiant le SEO, les tunnels de marketing, l'automatisation. J'ai appris à utiliser des logiciels de design, j'ai mené des campagnes publicitaires et j'ai travaillé comme un fou. Et je n'ai jamais dit un mot à ma famille. Pendant ce temps, le studio de musique d'Ethan perdait de l'argent. Je le savais parce qu'il avait accidentellement posté une story sur Instagram montrant son équipement mis en vente. La légende disait, c'est nul quand les rêves coûtent plus qu'ils ne rapportent. Il l'a supprimé plus tard, mais je l'ai vu, et je ne me suis pas senti mal. Peu de temps après, maman a de nouveau appelé. Cette fois, c'était à propos du mariage. Salut, mon chéri, a-t-elle commencé, faussement décontractée. Alors, à propos du mariage d'Ethan. On se disait que tu serais peut-être prêt à aider un peu financièrement. Ça signifierait beaucoup. J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. Pourquoi ferais-je ça? Elle a été prise au dépourvu. Eh bien, parce que tu t'en sors plutôt bien, non? Ethan a eu quelques difficultés et les parents de Carly ne contribuent pas beaucoup. Et vous voulez que je paie la note? Pas tout, chérie. Juste quelques petites choses. Peut-être la compte pour la salle ou le digi. Tu sais, Ethan a toujours été plus un créatif qu'un homme de chiffres. J'ai ri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment ri. Vous réalisez que c'est la première fois que vous m'appelez en plus de 5 mois, n'est-ce pas? Caleb, ne sois pas mesquin. J'ai failli perdre mon sang-froid. Mesquin? Vous avez oublié mon anniversaire, financé la fausse entreprise d'Ethan, vous êtes moqué de moi dans mon dos, et maintenant vous voulez de l'argent parce que vous pensez que je m'en sors bien. Vous pensez que je lui dois quelque chose. Tu es son frère, a-t-elle dit sèchement. La famille s'entraide. J'ai mis fin à l'appel. C'est là que j'ai commencé à planifier. Ce n'était pas de la vengeance, pas encore. Mais c'était de la préparation. J'en avais fini de réagir. À partir de maintenant, j'aurais 10 longueurs d'avance. J'ai commencé à tout documenter. Vieux textos, messages vocaux, courriels. J'ai sauvegardé des captures d'écran des publications d'Ethan, des demandes de maman, des répliques dédaigneuses de papa.
J'ai même gardé le faire-part de mariage incorrect. Tout. Parce que quelque chose me disait qu'il n'en avait pas encore fini. Et j'avais raison. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel. D'Ethan cette fois. Yo, a-t-il dit. Alors, maman m'a dit que tu étais un peu radin à propos du mariage. C'est quoi le problème? Je n'ai rien dit. Écoute, mec. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je pensais vraiment que tu ferais un effort. Carly est stressée. On est à court de fonds et toi, tu restes là à amasser du fric. Tu ne sais rien de ma vie, ai-je dit. Il a ricané. C'est toi qui as coupé les ponts avec la famille. Peut-être que si tu n'avais pas largué tout le monde, tu ne te sentirais pas si exclu maintenant. Ce mot, exclu. Comme si je n'avais pas été mis de côté depuis notre enfance. Comme si tout ce schéma n'était pas le fruit de toute une vie. Je viendrai à ton mariage, ai-je dit, la voix calme. Attends, sérieusement? Il avait l'air sincèrement surpris. Oui, je serai là. Et à ce moment-là, je savais déjà ce que j'allais faire. Mais je n'étais pas encore tout à fait prêt. Ils avaient encore plus de dégâts à causer et une dernière trahison à livrer. Et quand elle est arrivée, je n'ai pas été surpris, mais eux, si. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai dit à Ethan que je viendrais à son mariage. La façon dont il avait l'air si suffisant au téléphone m'avait donné la chair de poule. Ce n'était pas du soulagement, c'était de la présomption. Il supposait que je reprendrais ma place, que je me pointerais et ferais ce que j'avais toujours fait. Jouer le rôle de soutien, être le grand frère qui hoche la tête, signe le chèque, puis s'efface en arrière-plan comme l'éclairage de scène après le salut final. Mais pas cette fois. Pourtant, je n'étais pas prêt pour ce qui allait suivre. Environ une semaine avant le mariage, maman a de nouveau appelé. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décroché, plus par curiosité qu'autre chose. Sa voix était sèche et étrangement formelle, comme si elle lisait un script qu'elle n'aimait pas. Il y a eu un changement, a-t-elle dit. J'ai attendu. Les parents de Carly s'inquiètent que la liste des invités devienne trop longue, alors nous avons dû faire quelques ajustements. Des ajustements? Je savais ce qui allait arriver avant qu'elle ne le dise. Tu es toujours invité, bien sûr, mais nous allons te faire asseoir à l'une des tables extérieures. Juste pour le dîner. C'est une question de place. Dehors, ai-je répété, d'un ton neutre. Ce sera agréable. Ombre des parasols, plein air. C'est en juin, et honnêtement, on s'est dit que ça ne te dérangerait pas. Tu n'es pas très sociable. Pas sociable. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré par le nez. C'est ce que j'étais pour eux maintenant. Un bouche-trou maladroit à cacher dans le coin d'une photo. Bien sûr, ai-je dit. Pas de problème. Mais ce n'était pas un problème. C'était loin de là, car 3 heures plus tard, mon ancien colocataire de l'université m'a envoyé un message à l'improviste. Yo, question bizarre. Est-ce que tu vas au mariage d'Ethan Jensen le week-end prochain? J'ai cligné des yeux en regardant mon téléphone. Comment est-il même au courant de ça? Il a enchaîné avec une capture d'écran. Carly avait posté la liste complète du cortège sur Facebook. Chaque garçon d'honneur, demoiselle d'honneur, et même les cousins éloignés étaient identifiés dans des légendes élogieuses. Mon nom n'y figurait pas. Mais vous savez quel nom y était? Brad. Mon ancien colocataire qui n'avait pas parlé à Ethan depuis des années. Attends, ai-je tapé. Tu es un garçon d'honneur? Il a répondu. Je suppose. Carly m'a appelé et m'a dit qu'Ethan voulait que ses vieux amis participent. Je pensais que tu étais le témoin ou quelque chose comme ça. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'étais pas seulement mis sur la touche. J'étais remplacé. Je n'ai pas répondu à Brad. Je n'ai pas dit un mot à ma famille non plus. J'ai juste fixé le plafond de ma chambre cette nuit-là avec une seule réalisation écrasante. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur outil. Et comme tous les outils qu'ils possédaient, ils ne me sortaient que lorsqu'ils avaient besoin de réparer quelque chose. Cette nuit a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de larmes, pas de porte claquée, juste un effilochage silencieux, comme si quelqu'un avait finalement coupé le dernier fil usé qui me retenait à la version de moi-même qui continuait d'essayer d'être assez bien pour eux.
Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois en plus d'1 an. Je suis resté à la maison, recroquevillé sur le canapé de mon appartement, sans bouger pendant des heures. J'ai sauté des repas, laissé la vaisselle s'accumuler, les courriels sont restés sans réponse. J'ai ignoré les appels, les délais ont été dépassés. Le travail qui m'avait autrefois nourri a commencé à me paraître vide de sens, l'entreprise que j'avais montée à côté. J'ai arrêté d'ouvrir les messages des clients. Je ne pouvais pas me concentrer, ne pouvais pas créer. J'avais touché le fond, et personne ne l'a remarqué. Ni mes parents, ni Ethan, ni même mes collègues. Chacun avait ses propres affaires en cours. Et la vérité, c'est que j'avais habitué les gens à penser que j'étais invincible. Discret, capable, toujours en train de gérer. Alors, quand j'ai commencé à m'effondrer, personne n'est venu voir. Les jours se sont transformés en 1 semaine, puis 2. J'étais en retard sur mon loyer. Mon frigo était vide. Je vivais de crackers et de ce que je pouvais trouver dans le garde-manger. Mon propriétaire a laissé une note sous ma porte concernant les paiements manqués. Je n'arrivais même pas à m'en soucier. Je me sentais comme un fantôme jusqu'à ce qu'une nuit, vers 2 heures du matin, je reçoive un texto de quelqu'un d'inattendu. C'était Carly. Le message était simple. « Salut, on peut parler ?» J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Quelque chose dans son ton ne correspondait pas à la version soigneusement entretenue d'elle-même que j'avais vue en ligne. J'ai finalement répondu, bien sûr, de quoi? Elle m'a appelé tout de suite. Sa voix était basse, anxieuse. Je sais que ça sort de nulle part, a-t-elle dit. Et je suis désolé, mais je dois te dire quelque chose. Elle a hésité, puis a continué. Ethan m'a dit que tu avais proposé de payer une partie du mariage, que tu aidais avec la salle, le DJ, et même une partie du traiteur. Je me suis redressé. Quoi? Ce n'est pas vrai. Absolument pas. Il y a eu une pause, puis un soupir. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il a dit que tu insistais pour que ça reste anonyme parce que tu ne voulais pas attirer l'attention, mais ça ne collait pas. Bien sûr, il l'a fait, utilisant mon silence comme un chèque en blanc, jouant la carte du frère généreux pour bien paraître devant sa fiancée. Carly a continué, la voix légèrement tremblante. Je suis désolé, Caleb. Je pensais vraiment qu'il était juste distrait, mais maintenant je commence à penser que je ne le connais pas du tout. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait vengée. L'autre partie était juste triste pour elle et pour moi. Pourquoi me dis-tu ça? Ai-je demandé doucement. Parce que tu mérites de le savoir, et parce que si j'étais toi, je voudrais que quelqu'un le dise à voix haute. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure cette nuit-là. Elle m'a raconté des choses que je ne savais pas. Comment Ethan avait menti sur son entreprise. Comment il avait emprunté de l'argent à ses parents, promettant de l'investir, puis l'avait utilisé pour acheter des éclairages de studio et des enceintes qu'il n'a jamais déballées. Comment il se moquait des gens qui avaient des jobs de bureau ennuyeux et pourtant ne pouvaient pas payer ses factures de carte de crédit à temps. Il a dit que tu étais amer, a-t-elle admis. Que tu avais toujours été jaloux de lui. Que tu essayais de rivaliser mais que tu ne pouvais pas suivre. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Bien sûr, c'était l'histoire qu'il racontait. C'était toujours l'histoire. Caleb, le rabat-joie froid et calculateur. Ethan, l'esprit libre, injustement accablé par un grand frère ennuyeux qui ne le comprenait pas. Merci de me l'avoir dit, ai-je finalement dit. Elle a marqué une pause. Tu viens toujours au mariage. Je n'ai pas encore décidé. Une autre pause. Si tu viens, s'il te plaît, n'apporte pas de cadeau. Cela m'a fait rire. Tu es la première personne à me dire ça. Nous avons terminé l'appel en bons termes. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose percer le brouillard dans lequel je vivais. Pas de l'espoir, pas encore, mais une direction. Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Pas un plan de vengeance, pas encore. Juste une liste de tout ce que je devais faire pour me remettre sur pied. Rouvrir les messages des clients. Rattraper le retard. Payer le loyer. Recommencer à épargner. Enregistrer officiellement l'entreprise. Créer un site web de portfolio.
postuler à ce programme d'accélérateur que j'avais mis en favori. Tout ne s'est pas fait d'un coup. En fait, c'était brutal au début. Ma motivation venait par à-coups. Certains jours, je restais assis en silence pendant des heures, mais chaque jour, je cochais au moins une chose. J'ai commencé à mettre des minuteurs. 30 minutes de concentration, puis repos, et ainsi de suite. Les clients ont commencé à revenir. J'ai obtenu une recommandation de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an. J'ai lancé mon site, créé des études de cas, pris de meilleures photos de mon travail, bien défini ma marque de service, conçu un nouveau logo, lancé un compte Instagram pour mon agence. En 1 mois, j'avais 3 clients en contrat de maintenance qui me payaient plus que je n'avais jamais gagné en un seul mois auparavant. J'ai finalement remboursé ce que je devais en loyer, j'ai même remplacé mon ordinateur portable cassé par une machine flambant neuve. Et tout cela, je l'ai fait sans un mot à ma famille. Ils n'avaient aucune idée de qui je devenais, mais ils le sauraient bientôt, car il me restait une dernière chose sur cette liste, et cela impliquait de me présenter au mariage. Non pas comme le frère oublié, mais comme quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils n'avaient pas encore livré la trahison finale, mais elle arrivait. Et quand ce serait le cas, j'allais être prêt. Je n'ai pas répondu à l'invitation au mariage. C'était délibéré, pas par dépit, pas par paresse. Je voulais qu'ils s'interrogent, qu'ils devinent, qu'ils en parlent. Je voulais qu'ils sentent mon absence avant même que je n'entre dans la pièce. Et croyez-moi, ils l'ont senti. J'ai appris par une vieille voisine, Madame Gentry, que ma mère paniquait légèrement la semaine avant le mariage. J'avais croisé Madame Gentry à la poste et, contre mon meilleur jugement, j'avais échangé quelques banalités. Il s'avère qu'ils m'ont invité au mariage et ont supposé que je devais le faire. Ils n'arrêtaient pas de demander si tu venais, a-t-elle dit en s'éventant avec un prospectus de coupons. Ta mère a dit au fleuriste que tu étais trop occupé avec tes trucs de technologie pour aider, mais elle avait l'air d'avoir mangé des citrons amers. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, je savourais chaque mot. La vérité, c'est que j'avais été très occupé. Au cours du dernier mois, j'avais discrètement bâti quelque chose dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence. Mon activité de design en freelance était devenue une entreprise légitime, Jensen Creative Company, avec un véritable compte bancaire de société à responsabilité limitée, une identité de marque et plus de clients que je ne pouvais en gérer seul. J'avais même engagé 2 sous-traitants, un pour la rédaction, un pour le développement back-end. Nous étions petits, agiles et rapides, le genre d'opération qu'Ethan prétendait diriger. Sauf que la mienne payait réellement les gens. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris une partie de ce flux de trésorerie croissant et je l'ai investi de manière agressive. Des cours, des outils de SEO, des publications sponsorisées. L'Instagram de mon entreprise a commencé à gagner en popularité. Mon LinkedIn aussi. Quelques tweets viraux de personnalités du secteur ont attiré du trafic sur mon nouveau site web, et j'ai commencé à recevoir des demandes de renseignements spontanés de vraies startups. Je surfais sur la vague, mais je n'avais pas oublié, loin de là. Pendant qu'ils préparaient un mariage, je préparais une performance. La vengeance n'allait pas être mesquine. Je n'allais pas faire une crise à la cérémonie ou prononcer un discours dramatique. Ce n'était pas mon style. Non, ce serait plus lent, plus tranchant, plus chirurgical. Alors, j'ai commencé à rassembler les pièces. D'abord, j'ai rappelé Carly, prudemment. Je ne voulais pas la presser, mais j'avais des questions, et elle, étonnamment, avait des réponses. Ethan t'a-t-il dit comment il a financé ces dernières semaines? Lui ai-je demandé, aussi nonchalamment que possible. Carly a hésité. Il a dit qu'il avait obtenu un prêt d'un ami. J'ai failli rire. Tu crois ça? Non, a-t-elle admis doucement, mais à ce stade, j'essaie de ne pas remettre en question chaque mensonge. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. Ça m'a fait un peu mal au cœur pour elle. Elle ne méritait pas ça, et quelque chose me disait qu'elle savait que tout était faux mais se sentait trop engagée pour faire marche arrière. C'est là que j'ai demandé, prudemment. A-t-il mentionné mon nom en rapport avec les finances? Une autre pause. Il a dit que tu étais l'un des donateurs pour la salle, que tu voulais rester anonyme, mais qu'il s'assurerait de te rendre hommage dans son discours. J'ai levé les yeux au ciel si fort que je me suis donné mal à la tête. Il ment encore, ai-je dit.
Je n'ai pas donné un centime. Il y a eu un silence à son bout du fil. J'ai supposé que c'était la première graine. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, des recherches. Des recherches silencieuses, invisibles, ciblées. J'ai consulté l'ancien site web du studio d'Ethan. Il était à peine fonctionnel. Pas de portfolio, pas de système de réservation, juste quelques photos qu'il avait clairement prises en une seule fois pour simuler plusieurs sessions. J'ai vérifié le nom de domaine via WA et j'ai découvert qu'il était sur le point d'expirer. Il ne l'avait même pas configuré pour le renouvellement automatique. Amateur. Ensuite, j'ai vérifié son profil LinkedIn public. Il disait qu'il était le PDG de J Production LLC, mais une recherche rapide dans le registre des entreprises a révélé qu'une telle société n'existait pas, ni dans notre État, ni dans les États voisins. Le gars n'avait même pas enregistré de nom commercial. Puis vinrent les témoignages de clients, clairement faux. J'ai fait une recherche d'images inversées sur les photos de profil de son site. Des photos de banque d'images, toutes sans exception. Il construisait son rêve sur du carton. J'ai commencé à tout rassembler. Capture d'écran, PDF, lien d'archives. J'ai même sauvegardé ses stories Instagram au cas où il les supprimerait plus tard. Des publications où il se vantait de clients qu'il n'avait jamais eus. Des commentaires où il laissait entendre que je l'aidais à financer son rêve. Tout allait dans un dossier intitulé « Ou pour plus tard ». Mais je ne prévoyais pas seulement de le démasquer. Je voulais l'éclipser. Alors j'ai sorti le grand jeu. J'ai acheté un stand. Voyez-vous, Ethan se vantait depuis des mois que son mariage allait lancer sa marque. Il prévoyait une petite table promotionnelle à la réception pour J Production, carte de visite, code QR, un diaporama en boucle sur une tablette. Je le savais parce que Carly l'avait mentionné une fois avec un soupir. Il pense que les gens vont le réserver juste parce qu'ils aiment le gâteau. Alors, j'ai passé un coup de fil. Quelques années auparavant, l'un de mes anciens professeurs de design avait pris un poste de directeur dans une exposition locale pour l'entrepreneuriat. Elle avait lieu tous les ans en juillet. Des tonnes d'investisseurs, de chefs d'entreprise, de start-ups, de journalistes. Je n'avais jamais eu le temps d'y aller. Cette année, j'ai pris le temps. Je lui ai dit que j'étais prêt à présenter mon entreprise. Il se souvenait de moi, m'appréciait, et le meilleur de tout, l'un des stands premium venait de se libérer en raison d'une annulation de dernière minute. C'était cher, mais je pouvais me le permettre maintenant. Et voici le clou du spectacle. L'exposition avait lieu la veille du mariage d'Ethan. Même ville, même personne. En fait, beaucoup des mêmes amis de la famille qui assistaient au mariage assisteraient également à l'exposition. Papa s'était déjà vanté sur Facebook de la façon dont le réseau d'Ethan se développait grâce à des événements comme celui-ci. J'avais un plan. J'allais me présenter à l'exposition avec un stand élégant et minimaliste, un fond noir mat, une typographie nette, une vidéo en boucle de mon portfolio, des supports imprimés propres, et une équipe de 2 personnes pour m'aider à répondre aux questions. Le tout sous la marque Jensen Creative Company. Pas de logo bruyant, pas de faux témoignages, pas d'argent emprunté, juste des résultats. J'ai même conçu une brochure spécialement pour l'événement, présentant de vrais résultats clients, des études de cas, et une page intitulée « Le parcours de notre fondateur ». Elle incluait un court texte. Après des années à construire en silence, Caleb Jensen a transformé sa frustration face au goulot d'étranglement créatif des entreprises en un studio de marque agile et prospère, axé sur un design élégant et des résultats concrets. C'était la seule fois où je me mentionnais. Laissez-les faire le lien. Laissez-les réaliser que je n'étais plus le frère qui aidait avec les factures. J'étais celui qui les signait. Chaque jour qui me rapprochait du mariage, je devenais plus fort. Je dormais à nouveau, mangeais bien, faisais de l'exercice. Ma confiance était plus aiguisée, ma posture plus droite. J'entrais dans les pièces comme si j'y avais ma place, parce que maintenant, c'était le cas. Une semaine avant le mariage, j'ai finalement débloqué mes parents juste assez longtemps pour que leur texto arrive. Maman, j'ai hâte de te voir à la cérémonie, Caleb. Dis-nous si tu amènes quelqu'un. Papa, tu vas adorer la salle. Ethan est vraiment en train de monter quelque chose d'impressionnant. Il y aura peut-être même du réseautage pour toi aussi. J'ai failli rire. Ethan, apporte tes cartes de visite. Les gens vont demander ce que tu deviens. Il n'avait aucune idée.
Carly m'a envoyé un texto la veille du mariage. Un seul message. Si tu viens demain, mets quelque chose d'élégant. J'ai le sentiment que les gens vont te regarder différemment. J'ai répondu, ils le font déjà. Puis j'ai réglé mon réveil pour 6 heures, j'ai repassé mon costume, j'ai préparé mon kit pour l'exposition, et je me suis préparé à devenir quelqu'un qu'il ne négligerait plus jamais. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, pas encore, c'est que le mariage n'allait pas se dérouler comme prévu, car Ethan était sur le point de faire un dernier geste désespéré, et cela allait tout changer. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant mon réveil, non pas par nervosité, mais par concentration, ce calme électrique et aiguisé que l'on ressent lorsque tout est en place, lorsque le travail est fait, les pièces alignées. Et qu'il ne reste plus qu'à entrer dans le moment que l'on a construit. J'ai enfilé le même costume bleu marine sur mesure que j'avais porté à l'exposition la veille, toujours impeccable après le succès de la journée. Le stand avait mieux fonctionné que je ne l'avais imaginé. J'avais imprimé 200 brochures, toutes parties en quelques heures. 4 chefs d'entreprise différents avaient demandé des rendez-vous. L'un voulait réserver une refonte complète de sa marque, mais rien de tout cela n'était comparable à ce qui s'est passé vers midi. Je revenais du stand de restauration quand j'ai entendu mon nom, Caleb. Je me suis retourné et me suis retrouvé face à 2 personnes familières, Monsieur et Madame Ross, de vieux amis de la famille de mes parents. Je ne les avais pas vus depuis des années. Votre stand était fantastique, a dit Madame Ross en souriant. Nous venons de parler à votre partenaire. Ce que vous avez construit, c'est remarquable. J'ai cligné des yeux. Partenaire ? Elle a fait un geste derrière moi. Je me suis retourné et là se tenait Carly, en jean, un simple t-shirt, sans maquillage, juste son calme, sa vraie nature. Nos regards se sont croisés et j'ai su qu'elle n'allait pas épouser Ethan. Je me suis excusé et je me suis approché. Elle a parlé la première. Il a encore menti sur la salle, sur le financement, sur tout. Mon cœur a cogné. Il s'est passé quelque chose ? Elle a hoché la tête. Hier soir, il m'a demandé de signer quelque chose, un accord de compte joint. Il a dit que c'était juste pour aider avec la logistique du jour, mais j'ai lu les petits caractères. Je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. Il essayait d'avoir accès à mon héritage, l'argent que ma grand-mère m'a laissé. Il m'a dit que ça retournerait directement dans notre avenir. Elle a eu un rire sec et amer. Je lui ai dit non. Il a explosé. Il a dit que je le sabotais, que j'étais comme toi. Cela m'a fait marquer une pause, comme moi. Il a dit que tu étais jaloux, amer, que tu essayais de le ruiner depuis le lycée. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il est parti en vrille, t'as traité de parasite. Il a dit que ta start-up technologique était une blague. J'ai haussé un sourcil. Lui as-tu dit que tu étais à mon stand ? Elle a souri faiblement. Je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai fait mes valises, j'ai laissé la bague sur le comptoir et je suis parti avant l'aube. Il y a eu un long silence, puis j'ai dit, tu veux toujours aller au mariage ? Elle a ri. Seulement si je peux m'asseoir à côté de toi. Nous sommes arrivés à 16 heures précises. Le lieu était une propriété de style domaine haut de gamme avec une immense fontaine à l'avant, des chaises pliantes blanches louées disposées en rangées nettes, et un groupe de musique jouant quelque chose de vaguement romantique. Les invités déambulaient, vêtus de costumes en lin et de robes pastel, sirotant du champagne et prenant des photos sous des guirlandes lumineuses. C'était une image parfaite, sauf qu'il n'y avait pas de mariés. J'ai d'abord repéré maman et papa. Maman portait une robe bleu ciel et faisait les 100 pas furieusement près de la tente de la mariée. Papa se tenait à proximité, chuchotant dans son téléphone comme si c'était un détonateur de bombe. Et puis Ethan est sorti, les cheveux plaqués en arrière, le visage rouge, le smoking froissé par la sueur. Il s'est figé en nous voyant. Ses yeux se sont posés sur Carly et se sont écarquillés d'incrédulité. « Vous vous moquez de moi ?» a-t-il marmonné en se précipitant vers nous. « Tu l'as amené ?» Carly est restée calme. « Non, Ethan. Je suis venu avec lui. » De rien. Il s'est tourné vers moi, le venin dans la voix. « Qu'est-ce que tu lui as dit, putain ? » Je n'ai pas scié. Rien que tu n'aies déjà prouvé par toi-même. Il a essayé d'en rire, regardant autour de lui pour voir qui regardait. Tu crois que ça change quelque chose ? Tout le monde est toujours là pour moi. Il se fiche de ta petite application ou de ce que tu fais.
J'ai haussé les épaules. C'est bien. Je ne suis pas venu ici pour attirer l'attention. Carly a croisé les bras. Alors ça ne le dérangera pas si je fais une annonce, n'est-ce pas? Avant qu'Ethan ne puisse réagir, elle est montée sur la petite estrade près de la fontaine, celle où ils étaient censés échanger leurs vœux. Elle a pris le micro et l'a tapoté. La salle est devenue silencieuse. Bonjour à tous. Je voulais juste vous faire savoir qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui, et ce n'est pas grave. Les plans changent. Les gens changent, et parfois on découvre des choses sur quelqu'un qui montrent très clairement qu'il ne fait pas partie de notre avenir. Un silence stupéfait s'est abattu sur les invités. Carly a continué, la voix ferme. Je souhaite le meilleur à Ethan. Vraiment. Mais je ne me marierai pas avec quelqu'un qui me ment, manipule mes finances ou manque de respect à sa famille. Et je ne me marierai surtout pas avec quelqu'un qui a passé des années à rabaisser son propre frère juste pour se sentir plus grand. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Je suis resté immobile, calme. Laissez-les regarder. Et puis Carly a prononcé la dernière phrase. Oh, et au fait, si l'un d'entre vous cherche une véritable entreprise à soutenir, jetez un œil à Jensen Creative Company. Ils avaient un stand à l'exposition des startups hier. C'est du sérieux. Des applaudissements polis, pas écrasantes, mais réels. Madame Ross a applaudi. Quelques autres aussi. Le visage d'Ethan était un portrait de confusion, de rage et d'incrédulité. Tu as monté tout ça, a-t-il sifflé en se tournant vers moi. Tu l'as empoisonné. Non, ai-je dit, le coupant enfin. Tu t'es fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de réparer tes bêtises. Et puis je suis parti. Je suis parti avant que les invités ne commencent à s'éclipser, avant que les tantes ne viennent murmurer des condoléances, avant que mes parents ne puissent transformer ça en une autre catastrophe causée par Caleb. Je n'avais pas besoin de voir leur réaction. Je la connaissais déjà. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un texto de papa. Tu as fait passer ton message. Je n'ai pas répondu. Maman a enchaîné avec « Tu as embarrassé toute la famille ». À cela, j'ai répondu par une seule ligne. Non, j'ai révélé la vérité. Vous n'avez simplement pas aimé le public. Ethan n'a pas envoyé de message du tout, mais 3 jours plus tard, j'ai reçu une demande de paiement PayPal de sa part pour $3000, intitulée « Part du remboursement de la salle ». Je l'ai refusé et je l'ai bloqué. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Carly a quitté la maison de ses parents et a pris un poste en marketing dans une start-up pour laquelle je faisais du design. Nous sommes restés amis, pas amoureux, mais des amis solides, vrais. Mon entreprise a doublé son chiffre d'affaires à la fin de l'été. J'ai acheté mon premier bureau cet automne. Quant à mes parents, ils ont essayé d'appeler encore quelques fois. Je les ai laissés sur la messagerie vocale, parce que voici la vérité. Quand on a passé toute sa vie à être le discret, le fiable, le moment où l'on arrête de jouer leur jeu est plus bruyant que n'importe quel éclat. Et parfois, le silence est la vengeance la plus assourdissante de toutes, surtout quand il est associé au succès. Ils disaient qu'Ethan avait la vision, mais à la fin, c'est moi qu'ils n'ont jamais vu venir. Et je n'ai jamais regardé en arrière.